Alors, nous tenons tout d'abord à remercier les organisateurs et surtout Claire Bonnot de nous avoir proposé de participer à ce colloque parce que pour nous, c'est une première, pour nous, au sens de l'institution, c'est vraiment une première recherche sur une période chronologique qui n'a jamais été étudiée pour le musée d'Île-de-France et le domaine de Sceaux. La recherche sur l'histoire du domaine se concentre essentiellement sur les périodes beaucoup plus nobles, le XVIIe avec Colbert et son fils, le marquis de Seignelay, et puis le XVIIIe siècle avec d'autres propriétaires prestigieux, le duc et la duchesse du Maine, puis le duc de Penthièvre à partir de 1773. Et en gros, entre la mort du duc de Penthièvre et l'arrivée au musée de Georges Poisson, qui en sera conservateur à partir de 1949, on a relativement peu de choses, et pour la période de la guerre, on a quasiment rien. D'où le fait qu'au départ, on vous ait dit qu'on ne savait pas si on pourrait participer ou non à ce colloque. Et pour vous donner simplement une illustration de ce que l'on a dans son ouvrage Combat pour le patrimoine, qui sont en quelque sorte ses mémoires professionnelles publiées en 2009 par Georges Poisson, on a une idée du désintérêt pour la période précédente, puisqu'il dit, je cite, le château avait été successivement occupé par les Français, les Allemands, les Américains, tous laissant trace de leur passage. Les parquets étaient défoncés, les glaces brisées, les parois salies et par-dessus tout régnait une odeur de soldat. Le cas de nationalité, disons l'odeur internationale du soldat. Donc, on part de ça. Et ce qu'on va vous présenter, c'est l'état du coup d'une recherche de 2 mois. Donc, je vous demanderai d'être un peu indulgent parce que par rapport à certaines autres institutions, on a vraiment un premier état. Vous avez ici le château de Sceaux, donc, qui n'est bien évidemment plus le château de Colbert, qui est détruit une fois qu'il est vendu comme bien national. Et le château actuel est reconstruit par les Trévises sous le Second Empire. Et nous allons donc parler d'un musée qui est un musée de la ville de Paris. Donc, on change totalement de contexte par rapport aux établissements nationaux précédents. Le domaine de Sceaux est racheté par le département, ce qui était à l'époque le département de la Seine, en 1923, à Léonie Mortier de Trévise, qui est princesse de Sistria et qui est la dernière héritière de la famille de Trévise. Le musée de l'Île-de-France ouvre ses portes dans le château en 1937 et un journal de l'époque avait très joliment titré qu'il s'agissait d'un carnavalet des champs, puisque le noyau d'origine des collections, ce sont les collections de carnavalet en lien avec les environs de Paris, et qui sont déposés à Sceaux dans un musée de l'Île-de-France. Et le tout est organisé à partir du milieu des années 30 par Jean Robiquet, qui est conservateur de carnavalet jusqu'en 1934. Et au moment où il prend sa retraite, il s'occupe du musée de Sceaux. Voilà, donc simplement pour vous illustrer cette tutelle, qui est une tutelle donc, du département de la Seine, à la fois donc, un rôle du préfet et un rôle, ce que Georges Poisson appelle dans ses mémoires le bras armé, c'est la ville de Paris et l'administration des beaux-arts de la ville de Paris. Et donc ce sera la réelle tutelle jusqu'en 1964 avec la réforme territoriale de la région parisienne qui crée le département de Paris et les 3 départements de la petite couronne, dont les Hauts-de-Seine dont nous dépendons aujourd'hui, et un décret d'application en 70 qui transfère le domaine de Sceaux, le château et les collections du musée au département des Hauts-de-Seine, ce qui n'est pas sans poser de problème aujourd'hui. Et le musée d'Île-de-France change de nom en 2013 pour devenir ce nom assez long du musée du domaine départemental de Sceaux, avec une collection permanente qui aujourd'hui est plus axée sur l'histoire du domaine lui-même que sur l'Île-de-France. Pour ce qui est de l'évacuation des collections, donc on parle de l'évacuation de collections de la ville de Paris. Le cas est envisagé dès 1933. Alors là, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on trouve dans les archives nationales, donc qui ont été consultées probablement par tous les intervenants de ces 2 jours. Pour la ville de Paris, on a certaines choses, mais on n'a pas encore tout retrouvé malgré les recherches. Donc dès 1933, des courriers de Jacques Jaujard montrent qu'il est prévu que l'administration des beaux-arts de la ville de Paris travaille de concert avec la direction des musées nationaux, à la fois donc pour les musées qui se trouvent sur le territoire du département de la Seine, à la fois pour évacuer les mêmes moyens d'évacuation, pour disposer des mêmes lieux de repli, et de manière à ce que pour les organismes de défense passive, les demandes de la ville de Paris et des musées nationaux remontent de la même façon. Tout ça est confirmé en 1936, puisque la ville, les lieux identifiés, le château de Chambord et ses châteaux satellites, doivent accueillir les collections de l'État, mais aussi celles de la ville de Paris et celles des collections particulières, comme cela a été évoqué. Donc, que trouve-t-on au musée d'Île-de-France en 1939 ? Alors, c'est un tout jeune établissement qui a 2 ans et 2 mois à peu près lorsqu'on l'évacue.
À l'étage, il y avait une exposition temporaire, et là, je vous ai mis les deux catalogues des deux expositions 1937, 1938. Et au rez-de-chaussée, une collection permanente, donc avec ces dépôts de carnavalet et déjà certaines acquisitions qui illustrent la vie dans les environs de Paris, notamment les grands domaines, disparus ou non, et la vie de plaisance en Île-de-France. Ce qui crée une relative difficulté, c'est que nous n'avons pas d'inventaire préalable à la guerre. Donc, ce que l'on sait de ce qu'il y avait dans le château, alors là, vous avez une photo du grand salon qui a repris pratiquement ce décor-là aujourd'hui. Ce que l'on sait de ce qu'il y avait, c'est des listes de dépôts de carnavalet uniquement pour les peintures et les dessins. Et puis les inventaires actuels qui ont été faits en 1949 de manière rétrospective. Tout ne se recoupe pas. Je vais vous parler juste après des listes des caisses d'évacuation. Ça ne se recoupe pas non plus. Donc, en gros, tout ce qui a été évacué, ce qu'il y a sur les listes des caisses d'évacuation, on les retrouve dans nos inventaires actuels. En revanche, lorsque l'on extrait ce qui a été inventorié en numéro de 37 à 39, on a plus de choses que ce qui est dans les caisses. Donc, tout ça est assez fluctuant. Et pour vous donner un exemple de questions un peu annexes qui ont été soulevées, vous avez cet écran de cheminée qui date donc de la seconde moitié du XVIIIe, de style Louis XVI, dont dans les inventaires des caisses évacuées, on trouve un descriptif relativement précis, un écran bois doré de style Louis XVI, fronton au médaillon, tapisserie avec des hérons. Donc, et cet objet est toujours chez nous aujourd'hui. Le doute n'est pas permis. Quand je suis allée voir son numéro d'inventaire, vous voyez peut-être sur l'écran, il est inventorié en 94.11.1, ce qui n'est clairement pas possible puisque l'objet était déjà là en 39. Et en fait, on s'est aperçu à cette occasion-là qu'il y a une confusion. Il y a un autre écran de cheminée qui a été acheté en 94 et qui a disparu. Mais tout ça pour dire que cet objet est clairement présent à Sceaux depuis la fin des années 30 et en fait n'a été inventorié, et encore avec une confusion, qu'en 94. Donc tout ça illustre le fait que l'absence d'inventaire rend les choses un peu compliquées. L'évacuation se fait vers le château de Fougères-sur-Bièvre, qui a déjà été évoqué tout à l'heure. C'est Jean Robiquet qui s'en occupe. On n'a pas, sur l'organisation en amont, on n'a rien trouvé, en tout cas pour le moment. L'évacuation se fait le 18 septembre 1939 à bord de camions de la ville de Paris. Donc là, on n'a pas de réquisition ou de contrat passé avec un prestataire. Et c'est Jean Robiquet qui convoie lui-même les œuvres. 106 caisses au total sont répertoriées à la fois sur les listes dressées au moment de l'évacuation et sur les listes vérifiées à l'arrivée à Fougères. Pour le musée de l'Île-de-France, on n'a pas trace d'un passage par Chambord. Donc, est-ce que ça a été le cas ou pas? A priori, non. Mais tout ça est très parcellaire. Et donc, sur ces 106 caisses, on a 36 caisses qui correspondent aux œuvres, aux collections du musée de l'Île-de-France. Ça fait à peu près 300 objets. Et les autres, donc 70, correspondent aux collections personnelles de Jean Robiquet. Donc, je vous laisse imaginer la proportion entre les deux. Jean Robiquet qui occupait tout le second étage du château, qui était son appartement de fonction et qui avait manifestement des collections, notamment d'ensembles mobiliers, bien plus intéressantes que ce qu'il y avait à la même époque dans les salles du château. Voilà. A priori, alors David va en reparler, mais a priori, tout aurait été évacué, si on écoute Jean Robiquet, à Fougères-sur-Bièvre. Dans les faits, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et les seuls objets pour lesquels on a une trace d'un lieu d'évacuation différent, c'est une série de 8 bustes, dont vous avez ici 2 exemplaires qui ornaient les façades du château sur les 2 pavillons, sous les Trévises, qui étaient a priori toujours au musée dans les années 30, et qui, eux, ont été évacués au service d'architecture de la ville de Paris, dont ils ne reviendront que dans les années 50. Donc voilà, un sort différent pour ces éléments qui sont relativement lourds. Alors il est étonnant qu'ils n'aient pas été laissés sur le domaine, mais et ce sont vraiment Fougères et le service d'architecture les seuls lieux d'évacuation identifiés. Et je finis avec un mot sur le dépôt de Fougères-sur-Bièvre. Donc vous avez ici la liste de ce qui est évacué en 1939. Et donc, ça sera un petit peu complémentaire de ce qui a été dit pour le musée national, pour le MAN, pardon. Hop, ici, le château de Fougères, donc, qui est acheté par l'État en 1932, qui reçoit en 1939 un certain nombre de collections, les seules n'étant pas de l'État et sont celles du musée de l'Île-de-France. Les collections de l'État repartent dès 1940-1941, et en fait, le dépôt ne ferme pas.
mais la gestion est récupérée par la ville de Paris. Et il y a des échanges entre Jacques Jaujard et l'administration municipale de Paris, demandant, puisque les caisses de l'État repartent, si la ville de Paris souhaite maintenir ce dépôt, et si tel est le cas, elle doit en reprendre la gestion. Et ce sera le cas. Puisque à partir de 41, le chef de dépôt reste, qui s'appelle Montaigu, dont je n'ai pas encore retrouvé l'affectation avant la guerre, reste un personnel des musées nationaux. En revanche, le personnel de surveillance est un personnel de la ville de Paris, ce qui semble poser quelques problèmes puisqu'il y a un certain nombre de récriminations sur la discipline. Alors là, ensuite plutôt lié au dénuement, mais certains des objets de collection sont sortis de caisse et utilisés par les gardiens et M. Montaigu, notamment des sièges et un bureau. Bon, je crois un bureau Louis XV qui, pour l'anecdote, est, je crois, celui que j'utilise au musée, enfin de style Louis XV, pardon. Et en fait, tout ça est dû au fait qu'il n'y a pas de mobilier autrement et qu'en fait, ils n'ont rien pour s'asseoir, d'après ce que l'on comprend. Et puis, quelques questions de mœurs aussi, puisqu'il semble que de l'auberge à côté soient venues quelques femmes qui n'étaient pas prévues dans la gestion du dépôt. Et donc, il y a des courriers remontant cette information. Alors, c'est un peu cocasse, mais ça retrace aussi la vie à cette époque. Et puis, à partir de 1942 et en 1943, des caisses de vitraux sont ramenées, alors là, plutôt par les services d'architecture, des vitraux qui avaient déjà été évacués. Un certain nombre viennent de la Somme. On a quand même près de 250 caisses qui arrivent en 1942 et en 1943, 98 qui, elles, proviennent du château d'Harcourt en Normandie et qui ont été déplacées probablement en raison de la situation géographique de leur premier lieu d'évacuation. Je vous laisse la parole. Vous inversez. On découvre le recours du carrier passif. Hein. Voilà, alors, toutes les interventions ont été richement illustrées. Ce ne sera pas le cas pour Sceaux. On a très peu de vues de documents photographiques sur les bâtiments, l'intérieur des bâtiments pendant l'occupation, et peu de vues du parc pendant l'occupation, donc pas de soldats ou d'officiers allemands photographiés devant les statues, ni de GI, uniquement l'entrée d'honneur, protégée des bombardements par des sacs de sable. D'après ce qu'on a pu lire, les bombardements ont causé assez peu de dégâts dans le parc de Sceaux, en dehors d'un banc et d'une statue tout de même. Mais voilà, ce sera la seule photographie, enfin pratiquement, hein, on ne conserve rien d'autre, et c'est vrai que c'est un peu frustrant. L'armée allemande est arrivée à Sceaux le 17 juin 1940. Plusieurs bâtiments du parc ont été réquisitionnés, principalement le château pour y établir un état-major et le petit château, qui est un bâtiment qui se situe près de la ville de Sceaux. Et ces deux bâtiments ont constitué donc les principaux cantonnements du parc de Sceaux. Plusieurs centaines d'hommes ont pu s'y installer, même si, bien sûr, aucun des deux bâtiments n'était évidemment équipé pour les accueillir. Et l'orangerie d'Ardouin-Mansart, qui est l'un des principaux bâtiments du parc de Sceaux, qui date de l'époque du marquis de Seignelay, donc de la fin du XVIIe siècle, a été quant à elle utilisée comme écurie, ponctuellement apparemment, puis compartimentée en cellules afin d'y aménager un service cartographique. Selon Jean Robiquet, comme le disait Céline, le château serait resté quasiment vide après l'évacuation des collections. Monsieur Robiquet se souvient d'y avoir laissé tout au plus quelques objets trop lourds ou trop fragiles, comme des lustres ou des glaces, apparemment également quelques plateaux de marbre, de meubles anciens, des bibelots, c'est son expression, et du mobilier muséographique, notamment des vitrines entreposées au pavillon de l'Aurore, qui est une dépendance du château. Son témoignage est toutefois nuancé par un autre conservateur du musée Carnavalet, peut-être l'un de ses confrères, François Boucher, qui s'est rendu à Sceaux en 1942 et où il dit avoir vu un certain nombre de tableaux à l'état d'abandon dans plusieurs pièces du château, parmi lesquels il en reconnaît certains comme appartenant aux collections de Carnavalet. Il signale également l'existence de deux autres tableaux du musée de l'Île-de-France récupérés par la mairie de Fontenay-aux-Roses. On ne sait pas comment, pourquoi ils se trouvaient et comment ils ont pu être récupérés par la mairie de Fontenay-aux-Roses. Voilà, c'est juste une mention dans un courrier. La question d'éventuelles pertes et dégradations subies fut réexaminée après la guerre afin de déterminer la part des dommages imputables à l'occupant allemand. La situation semble en effet moins claire que ce qu'a laissé entendre Jean Robiquet, puisque, à son tour,
René Héron de Villefos, qui succède à Jean Robiquet, recense en 1949 comme perdu des œuvres restées dans une pièce du château fermée mais violées par les occupants. Il n'en précise pas le nombre, mais joint au compte-rendu de ses travaux d'inventaire une liste de peintures, aquarelles et dessins disparus du fait de l'occupation des Allemands et des Américains, qu'il indique avoir établi d'après le fichier du musée, probablement les listes dont parlait Céline tout à l'heure. Tout en reconnaissant que peu de choses demeuraient au château lors de l'arrivée des Allemands, un rapport d'experts adressé vers 1952 au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme confirme que quelques pièces des collections proprement dites, en plus des meubles d'usage courant fournis par le service du matériel de la préfecture de la Seine, étaient effectivement restées sur place. Bon, on n'en sait pas plus. L'auteur de ce rapport fait également mention des fameuses pièces fermées à clé dont le contenu fut à nouveau éparpillé après effraction et peut-être endommagé ou perdu. Donc, parmi ces objets, dans ce contenu, peut-être des œuvres du musée. Nous connaissons enfin, par un échange de lettres, l'existence d'un ensemble de meubles stockés à la mairie de Sceaux, probablement du mobilier administratif, que le directeur des Beaux-Arts de la ville de Paris fait examiner au début de l'année 1945. Le contrôle de ces meubles se poursuit au lycée Lacanal, où une partie de ce mobilier avait été transportée, et on découvre à cette occasion 2 tableaux, dont l'un représentant le château de Vincennes vu du Polygone, qui pourrait correspondre à cette vue de Vincennes, le Polygone et le fort, qui n'est pas le chef-d'œuvre du musée, vous pouvez vous en rendre compte, mais qui est attribué au musée depuis sa création. Donc ça semble correspondre, et ce tableau paraît dans le rapport d'experts avec la mention cadre à restaurer. Pendant toute la période d'occupation, le parc de Sceaux est resté dans sa plus grande partie ouvert au public, notamment autour du Grand Canal. Selon un ancien habitant, il était en effet possible de s'y promener et de s'y livrer les jeudis et dimanches à diverses activités de loisirs. Les soldats allemands ont également profité du parc de Sceaux pour se détendre. D'après certains témoignages, ils pratiquaient la natation dans le bassin de l'Octogone, en se conformant toutefois au règlement de circulation imposé à tous les promeneurs. Rien n'interdisait cependant d'y envisager de nouveaux aménagements. Selon l'illustration du 5 octobre 1940, les services d'architecture de la ville de Paris et du département de la Seine se mirent au lendemain de l'armistice d'accord sur la nécessité de mettre en train de grands travaux, une dizaine d'années seulement après la campagne de restauration dirigée par l'architecte du parc de Sceaux, Léon Azéma. Alors, il ne s'agissait pas de revenir sur ce qui avait été restitué ou reconstruit, dégagé de la végétation et restauré, mais plus modestement de remettre en état les parties les plus éloignées du château, tout en poursuivant, je cite, l'effort fait jusqu'ici pour conserver au domaine son style classique. Dans ce contexte, les services de la préfecture de la Seine ont fait connaître leur intention de restaurer les œuvres d'art existant encore dans le parc de Sceaux et de compléter par des commandes aux sculpteurs contemporains. Une note rédigée le 29 novembre 1941 dresse ainsi l'inventaire des statues anciennes toujours en place, signale les restaurations à entreprendre, recense les statues enlevées du domaine à la Révolution et qui semblent récupérables, détermine les emplacements susceptibles de recevoir un décor nouveau réglé par un programme d'ensemble. Et on adresse un premier rapport au secrétariat d'État à l'Éducation nationale au mois de mai 1942. La jeune association de l'entraide des artistes est à cette occasion invitée à réfléchir à ce projet. Elle forme un jury qui se rassemble le 24 juin 1942 avec l'intention d'étudier sur site la question des groupes sculptés et des statues à renouveler. Un second rapport présenté le 28 juillet préconise de redéployer les sculptures anciennes, de remplacer les groupes de l'Octogone par de nouvelles copies, de retirer les serres de Georges Gardet, que l'on voit d'ailleurs, que l'on voyait sur cette carte postale, que l'on juge alors hors d'échelle. Le 23 octobre 1942, le préfet de la Seine identifie à la lecture de ce document 3 types de travaux: restauration, copie et œuvre originale. Bon, il semble que rien de tout cela ne fut entrepris, à l'exception peut-être de la copie d'antique d'un Hercule Farnèse, pour lequel il est noté bien difficile de restaurer la figure et qu'on remplaça finalement par un Hercule commode à l'entrée de l'allée de Diane. Dans les divers papiers relatifs à ce projet de restauration des statues du parc, on apprend l'acquisition de 4 œuvres importantes pour la reconstitution du décor du domaine historique
Il s'agit des statues de la terre et de l'eau, mises en place à l'époque des Trévises et emportées par la princesse de Sistria lorsqu'elle vendit le domaine en 1923, et des plafonds peints par Nicolas de Lobel pour les cabinets latéraux du pavillon de l'Aurore que le marquis de Trévise avait prélevé en 1875 pour son hôtel particulier à Paris. Alors, les tableaux de Delobel ont été préemptés par l'État lors d'une vente à l'hôtel Drouot le 23 février 1942. Mais comme la vente n'a pas donné lieu à des enchères, le vendeur a contesté, mais proposé de vendre finalement un lot comprenant les tableaux de Delobel, les statues et divers documents. Et l'État s'est retiré au profit de la ville de Paris, qui a donc acquis l'ensemble. Les peintures de Delobel et vraisemblablement les statues des Trévises ont ensuite été conservées au dépôt des œuvres d'art de la ville de Paris jusqu'à leur retour à Sceaux. Les troupes allemandes ont quitté Sceaux le 22 août 1944. L'Institut géographique national a occupé brièvement le château et l'orangerie à la Libération. Un ordre de réquisition du château attribue ensuite les lieux à l'armée américaine qui y prend ses quartiers au printemps 1945. Cette nouvelle occupation du château de Sceaux est strictement réglementée. Elle n'autorise aucune installation ou aménagement intérieur et ne s'étend pas à l'orangerie ni au pavillon de l'Aurore. Elle contraria toutefois le directeur des Beaux-Arts, musée et bibliothèque de la ville de Paris, qui multiplia en vain les tentatives pour obtenir la restitution du château de Sceaux en vue de la réouverture du musée d'Île-de-France. L'armée américaine occupe les lieux jusqu'au 15 mars 1946. Le mauvais état et la malpropreté du château causés par les deux périodes d'occupation, on a du mal à distinguer qui a détérioré quoi, exige à ce moment-là des travaux de réfection des toitures, de maçonnerie, de réparation et de sécurisation des portes et des fenêtres. On dit également que les parquets ont été surchargés, déformés. On parle de poêles en fonte placées devant chaque cheminée. Enfin, l'État était vraiment ne permettait pas le rapatriement des collections tout de suite le rapatriement des collections d'œuvres d'art. Les bâtiments historiques du domaine de Sceaux, qui étaient certes depuis longtemps négligés, ont également souffert au cours de cette période. L'orangerie était notamment dénaturée par un petit bâtiment annexe construit par les Allemands pour leur servir de cantine. Dans cette période encore incertaine, on juge nécessaire, après le départ des Américains, d'assurer le gardiennage de jour et de nuit des bâtiments afin d'éviter les pillages. Un autre obstacle surgit la même année. Le directeur de l'École nationale de la santé publique, l'actuelle École des hautes études en santé publique, à la recherche de locaux, jette son dévolu sur le château de Sceaux qu'il savait désormais inoccupé. L'affaire avance si bien qu'une délibération du département de la Seine propose de mettre provisoirement le premier étage de l'édifice à la disposition de cette école, sous réserve de financer les travaux de réfection, mais de maintenir malgré tout la gestion et l'administration du château de Sceaux sous l'autorité du directeur des Beaux-Arts de la ville de Paris ou de son représentant. La proposition ne reçoit fort heureusement pas d'écho favorable. Le ministre de la Santé publique fait en effet savoir au préfet de la Seine le 21 mars 1947 que le premier étage ne pouvait suffire à l'installation de tous les services de l'école. Son directeur renonce par conséquent au château de Sceaux et trouve avant la fin de l'année d'autres locaux à Paris. On envisage le 2 juin 1948 la réouverture du musée de l'Île-de-France et la restauration de l'orangerie du pavillon de l'Aurore, l'un et l'autre classés au titre des monuments historiques. Les travaux exécutés pour la remise en état du château et de l'orangerie sont acceptés au titre de la réparation des dommages causés par l'occupation allemande à la fin de la même année. Le musée de l'Île-de-France rouvre ses portes le 4 juin 1949, donc assez tard. Et l'année suivante, une première exposition est organisée sur le thème des demeures royales disparues. Les travaux se poursuivent au-delà de 1949 et ne sont réellement engagés pour l'orangerie et le pavillon de l'Aurore qu'au début des années 1950. Le baraquement perpendiculaire à l'orangerie subsiste encore à la fin de l'année 1952 et l'intérieur de l'édifice, sur la photo que l'on a pu voir tout à l'heure, était resté vraiment en mauvais état. Le pavillon de l'Aurore suscite quant à lui 2 campagnes successives de restauration pour l'extérieur, puis l'intérieur du bâtiment, et on y réinstalle les peintures de Delobel en 1953. Je vous remercie.